Suse, en Iran, est un des hauts lieux de l'archéologie mondiale. Son monument le plus spectaculaire aujourd'hui est sans doute la Maison des archéologues, véritable forteresse construite à la fin du siècle dernier. Destinée à l'origine à protéger les premiers explorateurs dans une région peu sûre, elle abrite actuellement une importante mission franco-iranienne dirigée par M. Jean Perrault, et les archéologues modernes y trouvent tous les laboratoires nécessaires à leurs travaux. Suse a été occupée depuis le 4e millénaire jusqu'au 13e siècle de l'ère chrétienne, et les restes des villes qui se sont succédés pendant plus de 5000 ans forment aujourd'hui des collines artificielles appelées tépées ou tels, qui s'étendent sur plusieurs kilomètres carrés. Suse, en effet, a une position privilégiée dans ces régions au passé prestigieux, non loin de la grande plaine mésopotamienne, à la frange du plateau iranien dont les richesses géologiques sont inépuisables et qui fut le creuset de civilisations originales. Dans les vallées et les oasis, là où coule l'eau, la vie nomade des déserts se sédentarise, les villes se développent. L'importance de Suse ancienne, comme celle de Suse moderne, Chouch et Daniel de l'Iran actuel, est due à l'eau qui coule abondamment du haut plateau. Pendant de longs siècles, cette eau s'était perdue. Mais aujourd'hui, les barrages accumulent une énergie nouvelle, favorisant l'industrialisation et le développement accéléré de la région. La remise en culture des terres se fait avec des moyens considérables. Et les canaux, comme dans l'Antiquité, ramènent une richesse oubliée. Dans la plaine fertile, non loin de Suse, se trouvent quelques agglomérations humaines datant des 7e et 6e millénaires. Ces tépées situées au bord des rivières, Tépé Jovi, Tépé Jafarabad que nous voyons ici, Tépé Bendebal, sont étudiées par l'archéologue française Geneviève Dollfus. Les maisons de briques crues des premiers villages ont en quelque sorte fondu sur place, formant des buttes reconnaissables de loin. On y a découvert des outils de pierre ou d'os, des objets de terre cuite comme ces fusailloles utilisés pour filer la laine. L'argile a aussi permis de modeler ces petites figurines animales. Puis au 4e millénaire, les paysans dispersés dans la plaine fondent une nouvelle agglomération. Ce sera Suse. Ces premiers Susiens sont déjà très organisés. Au milieu de la ville, ils entreprennent des travaux gigantesques comme la construction d'une terrasse, faite de lits superposés de briques crues qui s'élevaient à plus de 10 mètres de haut sur une base de 80 mètres par 40. Mais surtout, c'est la poterie du premier établissement de Suse qui attire notre attention. Elle constitue un des plus extraordinaires trésors de l'archéologie mondiale. Fine céramique montée à la main, les grands vases allongés où les coupes présentent des décors uniques d'animaux stylisés ou de signes abstraits. Suse a pris un premier essor. Les échanges de marchandises se multiplient. Les archéologues, en effet, ont retrouvé d'innombrables seaux de pierre dure appartenant aux commerçants de la ville, aux riches propriétaires. Ces seaux servaient à cacheter les languettes d'argile, garantissant les liens de fermeture des sacs, des ballots de matières premières ou manufacturées qui étaient alors échangés. Ces pièces d'argile souvent richement décorées
sont une source d'information unique. Elles nous révèlent la vie quotidienne du 4e millénaire, entre 3500 et 3000 avant l'ère chrétienne. Voici un temple avec sa porte monumentale. Voici les bergers trayant leurs chèvres. Voici des paysans engrangeant le grain, les vendangeurs pressant le raisin, les tisserands à leur métier, les chasseurs, les boulangers, les potiers dans leurs ateliers. Voici aussi les petits animaux portés en pendentifs, taillés dans les roches dures, et les fines statuettes d'albâtre des Susiens du temps. Dans cet univers du 4e millénaire va se placer un événement qui bouleversera le cours de l'histoire. Une exceptionnelle création de l'esprit humain, l'invention de l'écriture. Certaines bulles d'argile décorées d'empreintes de sceaux avaient retenu l'attention des archéologues depuis fort longtemps. Elles contenaient de petites pièces d'argile de forme simple. Ces documents sont à l'origine de l'écriture. C'est une découverte récente, extrêmement importante. Elle mérite d'être connue dans le détail. Nous allons suivre l'épigraphiste François Vallat, qui a retrouvé les gestes des Susiens d'il y a plus de 5000 ans pour comprendre le rôle et l'usage des bulles décorées. Dans l'argile, matière première par excellence de la région, on pouvait facilement fabriquer ces petites pièces. Par d'autres études, les archéologues ont pu déterminer leur valeur. Le petit bâtonnet représente 1. La pastille compte 10. Et la bille 100. Le petit cône vaut 300. Et le grand cône percé peut être 1000. Voici les calculis antiques retrouvés dans les fouilles. 1, 10, 100, 300. Replaçons-nous il y a plus de 5000 ans lors de l'établissement d'un contrat entre deux personnages pour la livraison d'une certaine quantité de mesures de blé, par exemple. Pour matérialiser le marché, un de nos personnages réalise une bulle d'argile et dans cette bulle, il enferme les calculis représentant le nombre de mesures. Le vendeur est bien connu sur la place et il suffit qu'il appose son sceau personnel sur la bulle pour que tout le monde sache qu'il s'agit d'une livraison de blé et non pas de lingots de métal. Les animaux finement ciselés dans la pierre dure semblent se mettre en mouvement lorsque le sceau cylindrique est déroulé. Et l'image permet d'identifier une personne, un marchand. Le sceau, dans tout l'Ancien Orient, c'est d'une certaine façon l'enseigne, l'emblème, la carte d'identité, la signature, l'image de marque. En cas de contestation, bien entendu, vendeurs ou acheteurs peuvent vérifier les termes du contrat. Il suffit de casser la bulle et de compter les calculis. On voit tout l'intérêt de ces bulles. Elles représentent le premier système de comptabilité connu au monde, un système apparu aux alentours de 3300 avant notre ère. Mais rapidement, le besoin se fait sentir d'améliorer cette méthode. La nécessité de casser la bulle est-elle jugée trop peu commode, trop contraignante? Toujours est-il que si l'on enferme toujours les calculis dans la bulle, on va aussi symboliser leur valeur sur la bulle, au moyen d'une simple tige de bois. C'est le point de départ. Le processus qui conduira à l'écriture est engagé. La valeur des calculis est maintenant indiquée et marquée par un signe. Dès lors, il n'est plus nécessaire de casser la bulle, il suffit tout simplement de lire ce qu'elle contient.
et les bulles vont disparaître, remplacées par des galettes obtenues par simple pression. Toutes ces étapes se sont succédées rapidement dans le temps, quelques dizaines d'années tout au plus. Puis la galette, aux formes irrégulières, devient une vraie tablette. Le travail de celui qui inscrit, le scribe, se complique très vite. Pour noter des quantités importantes, il utilise une grosse baguette taillée. Une plus petite permet de noter les dizaines et les unités. Une troisième, encore plus fine, va servir à inscrire la nature du produit échangé. Car maintenant, à Suse, la ville se développe, les productions se multiplient et il faut identifier quantité, mais aussi qualité, origine, destination des produits échangés. Ainsi apparaîtront les premiers signes figuratifs. Très vite, d'autres suivront. Ce sera l'écriture. Elle est née à Suse, aux alentours de 3200 avant notre ère. Cette première écriture, les spécialistes l'appellent proto-élamite, l'écriture d'avant l'Élam, la province de Suse. Ce système graphique servira les besoins de l'économie susienne pendant près d'un millénaire, puis pour des raisons que les spécialistes ignorent encore, il sera remplacé par l'écriture cunéiforme. L'écriture cunéiforme a été inventée en Mésopotamie et ses premiers balbutiements sont contemporains des plus anciens signes proto-élamites de Suse. À l'origine, les Sumériens représentent des objets familiers et ces signes évoluent rapidement vers la simplification, ainsi que le montre l'exemple du poisson. Comme il était malaisé de tracer une ligne sinueuse sur l'argile humide, ils ont fracturé les courbes en segments de droite. Puis, pour des motifs difficiles à expliquer, les signes ont basculé d'un quart de tour à gauche. Et enfin, ils ont suivi la double tendance qui consiste à supprimer les obliques et à réduire le nombre de segments devenus des clous. Ainsi est apparu le cunéiforme, l'écriture en forme de clou ou de coin. Le cunéiforme peut exprimer toutes les idées concevables pour un être humain. Il sera utilisé pendant 3 millénaires dans tout le Proche-Orient antique et les tablettes d'argile resteront le support graphique le plus employé. Le calame de bois taillé en coin les couvrira de signes conservant la mémoire des hommes. Le déchiffrement du cunéiforme au siècle dernier a été l'œuvre d'une bonne douzaine de savants qui, en près de 50 ans, ont réussi à lever le voile sur cette écriture demeurée longtemps mystérieuse. Et aujourd'hui, François Vallat retrouve pour nous, à Suse, les gestes d'un scribe de Darius, écrivant sous la dictée. Un grand Dieu est Ahura Mazda, qui créa la terre, qui créa le ciel, qui créa l'homme, qui créa le bonheur de l'homme, qui fit Darius roi. Je suis Darius, le grand roi, le roi des rois, le roi sur cette terre, le fils d'Istaspe, l'Achéménide. Darius le roi dit qu'Ahura Mazda me protège et tout ce qui a été fait par moi. À Suse, les textes cunéiformes inscrits sur les briques des monuments nous renseignent sur les grands souverains constructeurs. Ils ont dédié leur temple aux divinités du pays. Ces tablettes juridiques fixent les termes des contrats de location des terres irriguées. Elles rapportent qu'1 cycle et demi d'argent a été payé pour la location de tel champ ou de tel verger. Voici des archives encore plus émouvantes. Les tablettes rondes des écoliers qui apprenaient à écrire. L'argile a conservé leurs erreurs, leurs ratures, les hésitations de leurs baguettes.
Voici une des nombreuses tablettes divinatoires. La connaissance du futur semble avoir été un souci permanent de tout le Proche-Orient ancien. Et sur ce vase, le nom de son propriétaire. Le code de Hammurabi, qui a été retrouvé à Suse, est aujourd'hui conservé au musée du Louvre. Taillée aux alentours de 1750 avant notre ère, cette grande stèle de basalte noir porte le texte de plus de 300 lois écrites en très beaux caractères cunéiformes, en langue akkadienne. C'est un des plus anciens et des plus fameux codes de loi de toute l'Antiquité pré-romaine. Au moment où nous étions à Suse pour le tournage de ce film, un nouveau document important a été découvert par hasard lors du creusement d'un canal moderne. Ce gros galet couvert de cygnes servait de base à un battant de porte pivotant dans l'évidement que l'on voit en sombre. On comprend la joie et l'empressement de l'épigraphiste de la mission qui va le déchiffrer et apprendre que le grand roi de Suse, Shilak Inshushinak, l'a fait graver pour célébrer une de ses victoires contre les Assyriens. 1536 ennemis ont été tués, 69 317 moutons, 2570 têtes de gros bétail, 1142 ânes ont été rasiés et ramenés à Suse. Dans ce pays, comme dans bien d'autres, l'aventure archéologique est aujourd'hui encore possible. À une quarantaine de kilomètres de Suse, non loin d'une large rivière, se trouvait une de ces grosses buttes caractéristiques de la région, Chogazambil. Lorsqu'elle a été repérée par les archéologues il y a une quarantaine d'années, ce n'était qu'un amoncellement de briques fondues. Les efforts acharnés de plusieurs campagnes de fouilles de M. Roman Girschmann ont permis de dégager une ziggourate qui est aujourd'hui la plus importante et la mieux conservée que l'on connaisse dans le monde. C'est une sorte de tour de Babel. Elle date du XIIIe siècle avant notre ère. À l'origine, elle s'élevait à plus de 50 mètres de haut. Là encore, les briques inscrites rappellent le nom du constructeur, Untash Napirisha. Elles racontent que ce roi créa une ville nouvelle, avec en son centre la ziggourate, pour que les habitants de l'Empire puissent y vénérer leur dieu. La tombe d'Untash Napirisha a aussi été retrouvée par les fouilleurs. C'est une vaste salle souterraine où se trouve un lit reposoir sur lequel étaient déposés les corps calcinés du prince et de son épouse. On imagine le sentiment de l'archéologue pénétrant dans ce monument inviolé depuis plus de 3 millénaires, mais aussi d'une certaine façon sa déception devant le dépouillement inattendu de ce caveau royal. À quelques kilomètres de là, la mission iranienne du professeur Negaban a retrouvé à Aft Tepe les têtes funéraires en argile modelées et peintes des dignitaires du temps. Mais revenons à Suse, qui participa à tous les épisodes de l'histoire mouvementée du Proche-Orient. Nous sommes maintenant au VIe siècle avant notre ère. L'Empire perse est à son apogée. Darius monte sur le trône. Les fouilleurs ont récemment mis au jour l'unique statue que l'on connaisse de lui. Elle est conservée au musée de Téhéran. Sa tête n'a pas encore été retrouvée. Darius est aussi pharaon d'Égypte. À ses pieds, les peuples soumis sont prosternés. Les hiéroglyphes et les cunéiformes de son manteau proclament sa puissance et son autorité dans la vallée du Nil. La renommée de Suse, comme celle de Darius, s'étend sur le monde. Actuellement, à Suse, les fouilleurs remettent au jour la porte monumentale du palais de Darius. Cette porte, où, selon le livre biblique d'Esther, aimait à se tenir Mardoché.
Les archéologues ont récemment retrouvé les tables de fondation du palais, cachées dans les murs de briques. Darius le roi dit: ce palais qui est à Suse, c'est moi qui l'ai fait. Ce palais qui est construit là, c'est moi qui l'ai édifié. Le sol fut creusé sur 20 coudées, du gravier fut jeté pour le combler. Sur ce gravier, les fondations furent construites. L'or, l'argent, le lapis lazuli, la turquoise, la cornaline, les poutres de cèdre, l'ébène, l'ivoire furent employés. Tout ce que j'ai fait, tout cela, par la protection d'Ahura Mazda, je l'ai accompli. De cet ensemble fantastique, il ne reste plus grand-chose aujourd'hui. Les colonnes du hall d'audience s'élevaient à plus de 18 mètres de haut. Elles étaient coiffées de chapiteaux sculptés véritablement colossaux. Et tout le palais décoré de grands panneaux de briques émaillés avec les animaux mythiques de la Perse, mais aussi la célèbre procession des archers de la garde royale. Peut-on vraiment imaginer le luxe et les fastes de ce palais oriental? Les travaux de Suse à peine terminés, Darius décide de construire une autre capitale dans sa province d'origine. Ce sera Persépolis. C'est un site nouveau, naturellement grandiose. Il convient au projet de Darius. Il faut unifier un empire maintenant immense. Il faut un nouveau palais, plus somptueux encore que celui de Suse. Il faut une trésorerie imposante où sont entassées les richesses venues du monde entier. Tout, à Persépolis, exaltera le sentiment national. Et chaque année, sous l'égide d'Ahura Mazda, maître de la lumière, se déroule